trouve que non seulement je fais de la philo et de l'éthique actuellement, donc, notamment des métiers d'accompagnement, donc de soins, dans le contexte social, médico-social, sanitaire, etc. Et aussi en prise avec effectivement la thématique du management, ce qui est un vaste problème dans les temps qui courent dans les entreprises. Voilà. Et puis précédemment, en fait, c'est aussi pour ça, à double titre, que ça m'intéresse d'être avec vous ce matin, avant j'étais en entreprise et je me suis occupé beaucoup de communication. Donc voilà, les fake news, etc., comment ça se passe dans les médias. Il y a une espèce de querelle d'influence entre les émetteurs d'information, qui sont souvent les entreprises, qui essaient d'influencer l'opinion, évidemment, et puis les médias qui traitent, qui sélectionnent, qui trient, et qui en font un bon ou un mauvais usage. Et puis par ailleurs, il y avait aussi une activité un peu en retrait, qui était j'étais rédacteur en chef de la revue du christianisme social, qui s'appelle Autre Temps, qui a cessé de paraître en 2003, et ça avait aussi à voir avec des problématiques de presse, puisque c'était une revue. Donc c'était pas un média qu'on voyait en vitrine dans les médias, mais qui était dans le domaine, dans le champ de la presse. Voilà. Alors, donc je trouve le langage et construction de la réalité, c'est une thématique extrêmement large, extrêmement ambitieuse, pour pas dire audacieuse. Ensuite, on pourrait peut-être s'interroger déjà sur est-ce que la réalité, est-ce qu'on la construit? Bon. Alors, on peut dire représentation, parce que la réalité, elle est là, avec ou sans nous. En tout cas, on ne la fabrique pas. Par contre, il n'y a pas pour autant de rapport direct entre la réalité et nous, donc effectivement, il y a un enjeu de qu'est-ce qui se passe entre les deux, quoi, entre notre regard et la réalité elle-même. Alors, je commencerai par une citation dont tout le monde connaît plus ou moins l'existence, c'est la fameuse phrase d'Albert Camus dans La Peste, qui dit « J'ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu'ils ne tenaient pas un langage clair. » Donc, mal nommer les choses, mal nommer la réalité, dans ce sens-là, c'est ajouter au malheur des hommes. Donc, ce n'est pas un petit enjeu entre le langage et le bonheur et le malheur. Et donc, un rapport entre bonheur-malheur et puis les usages du langage. Pour autant, est-ce que nous sommes assujettis servilement au langage comme à une structure qui nous déterminerait? Et on va voir tout à l'heure qu'il y a tout un pan de pensée en sciences sociales, dans les sciences humaines, au XXe siècle en particulier, qui accréditerait cette idée plutôt. Moi, j'essaierai de tenir une position plus mesurée pour dire que le langage nous fournit une préfiguration, nous aide à donner figure, à donner signification. Il préfigure, il nous conditionne, mais il ne nous détermine pas dans notre regard, le regard que nous portons sur les choses et les gens et le monde. Il n'en va pas seulement d'un rapport à la réalité, premièrement. Donc ça, c'est le regard, comme ça, on peut dire scientifique. Est-ce que le scientifique accède à la réalité en tant que telle? Ou est-ce que ce n'est pas encore et toujours des enjeux de représentation? Et il n'y a pas uniquement cette réalité-là, celle des choses, il y a aussi la réalité sociale, celle de la société. Et donc là, l'enjeu, c'est un enjeu de relation, de rapport entre les humains. Et donc là, c'est un deuxième thème, c'est langage et non pas préfiguration de la réalité, mais représentation de la société. Quelle image de nous-mêmes avons-nous, nous donnons-nous en fonction de l'usage du langage que nous avons? On pourrait dire presque, une société qui passe son temps, entre guillemets, à s'engueuler, est-ce que c'est vraiment une société qui se respecte? Sur des fake news en particulier, donc l'idée c'est quelle image contribuons-nous mutuellement par nos débats, par nos façons de nous exprimer, à nous donner de la société que nous sommes. Voilà. Quel spectacle, on va dire, nous donnons-nous de nous-mêmes à travers nos usages du langage en société. Et donc là, ça appelle, me semble-t-il, aujourd'hui, une approche critique par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on voit, et en même temps par rapport à la contribution qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que locuteur, interlocuteur, dans tous les débats où que nous soyons, quoi. Enfin, je dirais, il y a un troisième temps, ce serait, au-delà de la critique, il est sans doute possible d'adopter d'autres usages du langage. Autrement dit, d'inventer
Le langage est à notre disposition, mais le langage, il existe par l'usage que nous en avons et personne d'autre. Les dictionnaires, c'est déjà figé, c'est déjà le cimetière des mots, alors que l'usage, il s'invente tous les jours, entre vous et moi. Et c'est ensuite le dictionnaire qui reprend ça à son compte, ou la grammaire, même chose. Et souvent, même on voit qu'on a des débats sur les bons et les mauvais usages, avec une tentation bien française qui serait de réglementer, comme à l'Académie française, par une volonté politique verticale qui dirait voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, alors que tous les linguistes disent mais une langue vivante, c'est une langue qui s'invente par tous ceux qui parlent, et personne d'autre. Bon. Et donc là, donc il y a un enjeu pour nous de responsabilité. Quel usage pouvons-nous inventer du langage qui correspondent à notre vision, nos aspirations à la relation en société. Et à ce moment-là, on pourrait aller plus loin en disant que là, c'est plus de la préfiguration, mais c'est de la reconfiguration. Nous avons un rôle actif, potentiel, quant à l'avenir du langage que nous allons laisser aux générations futures. Alors, premier temps, langage et préfiguration de la réalité. Là, l'idée, ce serait de, entre guillemets, on ouvre le capot et on met les mains dans le cambouis, et on va regarder ce qui se passe dans le moteur pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette mécanique étrange, tout à fait énigmatique, qu'est le langage. Et donc là, il faut remonter pour poser quelques points de repère sur, entre guillemets, comment ça marche, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet outil Ricoeur, il appelle ça l'institution des institutions. Ce qui donne sens à toutes nos situations sociales, c'est parce qu'il y a du langage. Mais quelle chose étrange que ce langage. Et donc là, il faut remonter à ce qu'on appelle la linguistique structurale, avec son inventeur, qui s'appelle Ferdinand de Saussure, un Suisse au début du XXe siècle. Alors qu'il dit le langage est fait de ce qu'il appelle des monèmes, c'est-à-dire des signes. Le signe, ça sert à associer un contenu sensible, le son que j'émets, ou ça peut être une marque, ou une trace, qu'elle soit écrite avec l'écriture, qu'elle soit sonore quand on parle. Et donc il y a un signifiant, qui est une trace arbitraire, qui est associée à un sens, à une signification, à un signifié. Donc le langage, c'est ce qui fait la passerelle entre un signe signifiant et un sens vécu dans le monde, qui est le signifié. Par exemple, il y a le mot stylo et puis il y a l'objet stylo. Voilà. Et donc le langage fait cette opération magique d'établir une correspondance entre l'objet et le mot. Alors à partir de là, s'ajoute, ça c'est les briques de base, après il y a ce qu'on appelle la syntaxe. La syntaxe, ça désigne l'ordre des sons et des mots pour ranger dans le bon ordre et avoir une phrase qui signifie quelque chose dans notre langue. Et par exemple, on voit que, bon, par exemple, il cherche son stylo, on dit ça comme ça en français, alors qu'en allemand, son stylo, il cherche. Vous savez, c'est toujours le verbe rejeté à la fin. Donc, ça, c'est la syntaxe qui nous indique, qui nous commande ça. Bon. Ensuite, après les monèmes, les phonèmes, c'est l'aspect matériel du signifiant. Donc les sons fondamentaux, par exemple stylo, c'est sti-lo. Voilà. Et donc en fait on voit que la propriété, ce qui fait sens, qui est la propriété signifiante de ces phonèmes, c'est leur place. Par exemple, si je dis stylo, ça a un certain sens, mais on utilise aussi lo dans loterie par exemple. Mais ça ne veut pas dire la même chose, stylo et loterie. Voilà. Ça tient à l'ordre, l'agencement, dans l'ordre chronologique, et on voit que le langage se déploie dans ce qui est le propre de la condition vivante de l'humain, c'est-à-dire dans le temps, ça se déroule. Alors, donc la propriété signifiante tient à la place qu'ils occupent dans la chaîne signifiante d'un énoncé, phonème après phonème. À partir de là, on voit que les phonèmes et les nomènes ne prennent sens que par les oppositions qui résultent de leurs différences. C'est un système de différenciation. Dans la langue, dit Ferdinand de Saussure, il n'y a que des différences. Autrement dit, un système linguistique est une série de différences, de sons, combinés avec, d'un côté, dans l'émission matérielle, et de l'autre côté, qui est combiné à une série de différences d'idées. Et le langage a fait le pont entre
des différences de sons ou de traces et des différences d'idées. Autrement dit, on peut parler d'une notion il y a un découpage dans les idées, avec les mots pour dire ces idées. Donc c'est un système de ce que Ferdinand de Saussure appelle des découpures faites dans la masse de la pensée. Système de... On fait des différences, mais donc ça veut dire qu'on tranche, on coupe ça en tranches, en rondelles. Voilà. Alors le signe, et donc ça c'est une première conclusion intéressante, c'est que le signe est fondamentalement arbitraire. Il est conventionnel. Il participe, donc c'est l'arbitraire du signe, littéralement. Pourquoi est-ce que stylo se dit stylo? Parce que c'est comme ça. Voilà. Et justement, ça n'a pas de sens. Et c'est parce que ça n'a pas de sens que ça permet d'avoir un sens. C'est très paradoxal. Bon. Alors, en même temps, donc, dans nos idées, c'est un système de catégorisation. Les catégories définissent la réalité que le langage désigne. Et donc ça, c'est avec Ferdinand de Saussure. Après, on peut faire un pas de plus avec un autre linguiste qui s'appelle Émile Benveniste. L'homme, dit-il, se distingue de l'animal par sa faculté de représentation symbolique. Et ça, c'est le rôle majeur du langage. Il n'y a pas que le langage qui nous fait participer et exprimer notre appartenance à l'ordre symbolique. On peut dire qu'il y a aussi l'art, qui se fait éventuellement sans aucun langage, en tout cas linguistique. Il peut y avoir le sport, il peut y avoir les rituels, etc. Mais évidemment que, donc c'est dans ce sens-là, je pense, que Ricard parlait de l'institution des institutions, parce que c'est ce qui nous structure pour imaginer, ensuite décliner d'autres types de sous-langages, qui ne sont pas forcément des langages avec des mots, mais on est toujours dans un ordre symbolique. Les choses ont un sens, il y a du sens. Et éventuellement, quand il n'y en a pas, on le cherche. Et quand il n'y en a pas, et qu'on n'en trouve pas, on appelle ça l'absurde. Bon. Donc Albert Camus en sait quelque chose, quoi. Alors, le langage établit une passerelle faite de médiation entre un système de signifiants sensibles et un système de signifiés intelligibles. Voilà. Le langage, autrement dit, on disait tout à l'heure, il est conventionnel, il est arbitraire. Le langage est foncièrement culturel, c'est-à-dire que nous l'avons appris. L'important, et je pense que c'est ce qui peut nous émouvoir quand on voit, ne serait-ce qu'à la télévision, parce que moi je n'ai jamais vu en vrai, les peintures rupestres de Lascaux, quand on se dit voilà ce qui a été fait il y a combien, 400 000 ans, ou peut-être moins que ça quand même. Mais 40 000. Ouais. Même pas 25. Même pas. Ah. On disait 40 autrefois et maintenant on dit même pas 25. Pour Lascaux. Oui. Et donc on va dire c'est d'une modernité étonnante, c'est profondément réaliste, c'est astucieux, il y a une technique extraordinaire. Bon, mais il me semble que ce qui peut nous émouvoir, c'est-à-dire ce qui peut nous mettre ce qui fait résonance entre ce vécu-là d'inconnu pour nous et le nôtre, c'est, on pourrait dire, l'intentionnalité signifiante. Il y a une intention. Ce que le propre de l'humain, ce serait d'avoir un projet, de désigner quelque chose, d'être pas et d'être dans l'évocation, la voix. Et donc cette notion que nous avons des intentions. C'est pas comme des animaux qui n'ont pas d'intention, ils ont des réflexes, ils ont des déterminismes, et ils n'ont pas de projet. Voilà. Et donc, me semble-t-il, c'est de cela dont le langage est porteur. La capacité de désigner, la capacité de désirer, la capacité de se projeter, de dire et de nommer les gens, les choses, les idées. Et donc c'est la différence fondamentale entre le règne animal et le nôtre, c'est-à-dire que dans le règne animal, c'est une question de signal qui déclenche des réflexes. Bon. Mais alors que la signification par le langage est tout à fait autre, elle a une fonction de représentation. Et plus important que ça, en tout cas on peut dire, ça a des harmoniques, c'est des prolongements, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dire que c'est parce qu'il y a langage qu'il y a pensée. Alors, la pensée humaine, et du coup, la communication entre les êtres humains, et finalement la société. On voit que tout part, donc la société dit un sens, est un tissu de signification qui s'échange, qui prennent forme grâce au langage.
Ça, on peut dire au passage que le philosophe allemand Hegel, pour lui, le langage est indispensable, indissociable de la pensée. C'est en mots que nous pensons, et non pas en images. Par exemple, il dit que pour lui, selon lui, la vie de l'esprit, c'est-à-dire l'élaboration de nos capacités intellectuelles et culturelles, sont beaucoup plus favorisées par le langage alphabétique que par le langage hiéroglyphique. Et hiéroglyphe, c'est une représentation picturale, qui est de ce point de vue-là beaucoup plus proche de la réalité elle-même, alors que le mot, comme on disait, c'est parfaitement arbitraire. Et c'est justement cette distanciation qui nous muscle, qui nous prépare à justement représenter les choses. Le langage, on peut dire, c'est rendre présent ce qui est absent. Avec le langage, on peut figurer ce qu'on n'a jamais vu, ce qui n'existe pas. Donc c'est cette force du langage qui est de nous permettre de créer une distance éventuellement gigantesque par rapport à la réalité en tant que telle. Et donc Hegel conclut en disant « Le mot donne à la parole son existence, la plus haute et la plus vraie. Le mot donne à la pensée, son existence la plus haute et la plus vraie. » Pour Benveniste, la faculté de symboliser introduit donc, je le disais un peu autrement, une rupture avec l'expérience immédiate par un intermédiaire entre soi et soi, entre soi et les autres, entre soi et le monde. Cet écart, c'est une médiation qui donne accès. Qu'est-ce qui fait le pont? C'est la conscience, qui est le mode d'être spécifiquement humain. Alors après, on peut complexifier un peu les choses avec un certain Wittgenstein, qui est l'un des pères de la philosophie dite analytique, qui a une influence considérable dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement. Et notamment, Ricoeur n'est pas un de ceux qui ont le moins contribué à justement faire connaître ce qu'on appelle la philosophie analytique aux tenants de ce qu'on appelle la philosophie continentale, c'est-à-dire la philosophie du vieux continent. Alors Wittgenstein prolonge ce qu'on disait à l'instant en estimant, en observant, il n'y a pas d'un côté un acte verbal qui serait dire et un acte intellectuel qui serait comprendre ou penser de l'autre. Lorsque je pense dans le langage, il n'y a pas un supplément à côté de l'expression linguistique. Il n'y a pas des significations qui se présentent devant mon esprit comme ça. En fait, c'est le langage lui-même qui est le véhicule de la pensée. C'est la même chose. Pour revenir à Saussure, j'ajouterai un élément qui en fait distinguait le langage de la parole. Donc le langage, c'est cet outil extraordinaire, et puis la parole, c'est ce que nous en faisons quand on se met à s'en servir. Donc on pourrait dire que la parole est l'acte qui engendre à partir d'une liste de phonèmes, comme ça dans notre bibliothèque qu'on a apprise à l'école et en apprenant à parler. Donc elle engendre à partir de cette liste limitée une infinité de nomènes significatifs et distinctifs. Elle permet l'expression du sens et donc en fait la pensée elle-même. Au-delà, et je trouve que c'est une idée importante pour nous spécialement aujourd'hui, dans le monde contemporain, le langage est plus qu'un instrument d'expression et de communication, il est constitutif d'un milieu humain. On pourrait dire que c'est de la même façon qu'en biologie, il y a un milieu plus ou moins favorable pour le développement des cellules, eh bien le langage participe d'un milieu humain dans lequel nous évoluons et qui est plus ou moins favorable à tel ou tel type d'actes, de discussion, de délibération, d'orientation, etc. Donc le monde, de ce point de vue-là, grâce au langage, n'est pas seulement un environnement, il est un monde. C'est-à-dire que c'est une expression d'un philosophe allemand qui s'appelle Humboldt. Et c'est-à-dire que c'est un milieu sensé, un milieu qui a du sens, et qui est vécu comme tel. Parce qu'on le vit en discutant. Dans l'intersubjectivité, dans les relations que nous établissons entre nous, nous constituons et actualisons en permanence ce monde humain, ce milieu humain. Alors, ça fait un milieu autour de nous, puis en même temps, ça fait une profondeur à l'intérieur de nous, une intériorité.
Donc ça creuse et ça tisse. Voilà. Et ce que ça signifie, et on s'en rend parfaitement compte quand on va à l'étranger dans un pays dont on ne parle pas la langue, c'est que ça tisse un monde qui est vécu comme notre monde. Donc c'est ça qui fait que c'est un milieu symbolique avec du coup une notion de ce qu'on peut appeler la communauté linguistique. Toutes les personnes qui parlent qui partagent la même langue, c'est aussi une façon c'est un milieu d'appartenance. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va dire nous les francophones, on fait comme ci, on fait comme ça. Et quand on est allé dans une autre langue, on est littéralement perdu. Ça veut dire aussi que l'usage de la langue vivante, délimite non seulement des tranches de pensée, mais il délimite aussi des frontières entre des communautés linguistiques différentes. Et donc on voit bien que finalement la société, l'humanité se définit comme un espace de communication, mais sous le signe d'une pluralité, je veux dire, structurelle, quoi. Il n'y a pas, c'est la vieille histoire de Babel, etc., il n'y a pas une seule langue universelle. L'espèce humaine, elle est une espèce parlante, mais il y a une infinité de langues, qui par ailleurs sont en train de se raréfier, comme on sait. Mais la condition humaine, c'est la diversité, la pluralité, en particulier la diversité des langues. Alors, à partir de là, on peut souligner différentes limitations de cette approche du langage comme préfiguration de la réalité. Être d'ici, donc étant francophone, implique de ne pas être de là. Et donc c'est pour ça que nous sommes dépaysés quand on se trouve extrait de son milieu linguistique habituel. Cela se vérifie dans le langage lui-même. C'est-à-dire qu'un langage donné ne permet pas de tout dire. Une façon de découper les choses implique qu'on va les découper comme ceci, mais pas comme ça. Donc on ne pourra pas tout dire. Ça induit, on va dire, une sorte de discours réglementé. Il y a des contraintes, il y a une structure. Bon. Et il y a une philosophe qui s'appelle Barbara Cassin, pas que, mais notamment elle récemment, qui a fait beaucoup de réflexions sur la notion de qu'est-ce que c'est que l'intraduisible. D'une langue à l'autre, on se prend la tête pour trouver comment dire ça en français, et ça ne marche jamais parfaitement. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont... et après, il y a beaucoup de développement chez Ricard là-dessus, sur l'idée qu'il y a la pluralité des langues, mais la passerelle qui est possible, ça s'appelle la traduction. Et la traduction, ça suppose une capacité à faire l'hospitalité, à accueillir un sens issu d'une autre langue, et qui n'a pas d'équivalent encore dans ma langue maternelle. Et donc le traducteur, en fait, il va faire un geste pour trouver un nouveau passage qui n'avait pas sa place avant. Et l'idée, c'est, en fait, la traduction, c'est un élargissement des capacités des langues. Et ça, c'est une métaphore de la relation entre les personnes. Nous sommes en discussion, nous avons chacun notre monde un peu différent, et le fait d'entrer en relation nous permet d'élargir notre horizon, parce que du coup, on découvre un autre point de vue, d'autres perspectives, qui n'étaient pas les miennes, parce que mon point de vue est forcément situé, au sens optique du terme. J'ai une perspective étroite, je ne peux pas tout voir, et personne ne peut tout voir. Par contre, en discutant, on s'élargit mutuellement les perspectives, et donc le champ de vision. Bon. Alors donc, on peut dire que dans ce sens, chaque langue est une vision du monde. Et bon, et ça peut arriver à tous les excès, c'est-à-dire à dire telle langue, je ne sais pas quoi, il y a tout un discours qui consistait à dire que le français c'était la langue de la clarté parfaite ou de la philosophie pure, ou que sais-je, bon. Ou inversement, histoire de s'amuser, il y a Goethe qui dit parler français, c'est parler sans responsabilité. Et il dit ça à cause du on. Parce que on, c'est personne. Qui n'existe pas, enfin en allemand c'est Mensch, mais c'est quelqu'un, Mensch, alors que on, c'est personne. Donc, on ne fait pas comme ça ici, mais donc on voit bien, c'est vrai, en ce sens-là, c'est irresponsable. Il n'y a personne pour rendre compte de ça. Bon.
Donc chaque langue est une vision du monde, et de même que plus largement, toute culture est nécessairement singulière, particulière, limitée. Donc ça veut dire, je le disais à l'instant, que l'espèce humaine, elle vit sous le signe de la pluralité, et heureusement, il existe la traduction. Première limitation, donc. Deuxièmement, s'il existe un écart entre le signe et la référence, cela signifie que le langage permet de révéler l'être, ça c'est Aristote, nous révélons l'être en l'exprimant avec des mots. Le langage, ici, c'est un acte qui manifeste la réalité. Mais il peut aussi y avoir inadéquation, dissimulation, mensonge. Ça, c'est l'enjeu. Quel usage est-ce que j'ai de mon propre langage, de mon propre système de découpage? Et Aristote en conclut de façon très moderne en disant l'être, donc on cherche à manifester dans le langage, l'être peut se dire de multiples façons. Il y a différents points de vue sur l'être. Alors à partir de là, on ouvre une boîte de Pandore. Je trouve qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est sûr que nous avons sur l'être un point de vue à chaque fois personnel, limité, au sens physique du terme, au sens optique du terme. On ne peut pas tout voir. On pourrait dire peut-être que une définition, c'est dire ridicule de définir Dieu, mais une définition de Dieu, ce serait celui qui voit tout. Celui qui a la vision de surplomb. Et dans une optique qui consisterait à dire, au moins, s'il y a quelqu'un, à savoir Dieu, qui voit tout, ça veut dire que personne d'autre, et que la place est prise. Que personne ne peut d'avoir la prétention de tout voir et de tout savoir, et d'avoir la vision panoptique. On peut dire au moins déjà ça d'un point de vue anthropologique, c'est une façon de verrouiller le problème. Bon. Alors, de même, donc, juste avant Aristote, il y a la génération d'avant, c'est Platon, dans un texte qui s'appelle le Cratyle, qui est un dialogue sur la relation équivoque entre le langage et la réalité. Et donc Cratyle, c'est un personnage qui, dans ce dialogue, soutient la thèse selon laquelle le langage est naturel, c'est-à-dire que le langage représente les choses naturellement. Alors qu'il y a un interlocuteur, qui s'appelle Hermogène, qui soutient la thèse que le langage est conventionnel. Il n'y a pas de rapport direct, c'est déjà saussure, quoi. Il y a un rapport conventionnel, donc arbitraire, entre le mot et la chose. À ce moment-là, il y a Socrate qui intervient. On dit oui, mais les choses, l'essence des choses, elles ne peuvent pas être relatives à chaque individu. Et en fait, il conclut, le langage est à la fois relatif aux choses et relatif à autrui, à la relation, au sujet. Il est ambigu. À la fois il révèle et à la fois il cache. Et on peut dire, bon, c'est une problématique très humaine de ce point de vue-là, en disant, ben voilà, est-ce que l'homme est fondamentalement bon ou est-ce qu'il est fondamentalement mauvais? Eh bien, les deux en général, on trouve de tout et ça dépend des conditions et de notre responsabilité, du bon usage que nous pouvons en avoir. Voilà. Ensuite, il y a une troisième limitation, on retrouve Wittgenstein, c'est la limitation de la pensée sur le langage et sur la réalité. Pour Wittgenstein, donc notre question c'est, il faut penser la relation entre langage d'un côté et réalité de l'autre. Donc ça implique de parler de la réalité. Or, et Wittgenstein c'est toujours une logique foudroyante. C'est des fois ultra dense, mais c'est foudroyant. Donc il dit, il est possible de parler, de penser de la réalité que dans le langage. D'autant qu'on a vu qu'il n'y a pas de pensée sans langage. Donc nous sommes forcément pris dans le langage, donc on ne peut rien dire de la relation externe au langage, c'est-à-dire la relation entre langage et réalité. Tout ce que nous disons rend manifeste, c'est la même idée que chez Aristote, quelque chose de cette relation. Notre proposition avec le langage, ça donne une forme logique, une pensée, une image logique des faits, approchée, une structure de sens, mais abstraite par rapport à la chose concrète. Ce qui se montre véritablement ne se laisse pas traduire dans les mots. Il n'y a pas d'accès au réel. Et
l'expérience de la vie elle-même reste, de ce point de vue-là, en partie incommunicable. Il résume dans la recherche philosophique ce qui s'exprime dans le langage, vraiment cette chose, nous ne pouvons l'exprimer dans le langage. Alors à partir de là, il met un grand coup d'arrêt aux ambitions du langage. Et en particulier en mettant l'accent sur le risque d'utiliser des concepts, des généralités, des choses abstraites, en disant ok, mais comme on dit parfois, la carte n'est pas le territoire. Le langage nous permet une approche imparfaite de quelque chose à quoi nous n'avons pas accès. Et donc, il dit ok, c'est pas tout à fait faux. Et à ce moment-là, il parle entre toutes les choses que nous englobons dans une même catégorie, il veut dire oui, en effet, il y a un air de famille. Mais pour autant, ne pas considérer que cette catégorie est une chose en tant que telle. Donc attention aux abstractions, aux concepts, aux choses absolues qui sont toujours audacieuses, qui sont toujours en excès par rapport à une réalité toujours plus difficile à saisir pour nous. Donc voilà, cette notion d'air de famille qu'on retrouve souvent et qui en fait qui incite à une approche prudente, pragmatique dans l'usage des concepts et en fait dans l'usage de la généralité. Et ça marche aussi beaucoup en termes de culture, c'est-à-dire qu'en France on aime bien les choses, la théorie, les beaux concepts, les ordonnances, y compris en architecture, il peut y avoir la perspective depuis le Louvre jusqu'à la Grande Arche, c'est un truc, formellement c'est magnifique, alors que plutôt à l'anglo-saxonne, ce serait des... Si vous prenez le jardin à la française comme Versailles ou le jardin à l'anglaise, c'est une petite tour qui tourne du côte et on ne voit pas, il n'y a pas de vision d'ensemble. Donc c'est une espèce d'éthique, d'esthétique du particulier, du compliqué, de l'informel, du pragmatique, etc. Et donc, attention à notre usage intempestif, donc imprudent, des généralisations. Après, donc, encore une limitation, ce serait la limitation que certaines approches linguistiques induisent par rapport au sujet du langage, c'est-à-dire nous les êtres parlants. Alors, on peut dire qu'effectivement, à partir du moment où nous avons appris à parler, on nous a appris à parler, dans notre éducation et à l'école, il y a forcément une influence sociale sur le langage, et donc sur nous. Et dans son fameux discours de Michel Foucault, son discours d'arrivée au Collège de France, ça s'appelle l'ordre du discours, Foucault interroge les relations entre discours et vérité. Il dit dans toute société, la production du discours est soumise à un contrôle, à une sélection, à une réorganisation, à des exclusions, et il identifie 3 procédures. Il y a ce qui est interdit, je veux dire. Il y a après des procédures qui vont dire ça c'est raisonnable, ça c'est conforme à la raison, et là c'est de la folie. Mauvais usage du langage. Puis 3e opposition entre le vrai et le faux. Donc il est attentif à ces phénomènes sociaux, mais il va plus loin en invitant à critiquer la volonté même de vérité, en disant c'est une supercherie. Il veut la démasquer et au contraire montrer que derrière il y aurait un contrôle qu'il faut démasquer parce que ça s'exerce sur le sujet du discours qui se croit libre alors qu'il ne l'est pas. Ensuite, il y a une autre critique, c'est une certaine approche du langage, on va dire structuraliste, peut avoir pour effet d'abolir le sujet. Si le langage nous permet de penser et que le langage est une structure apprise, en fait, on reviendrait presque à agir, mais en fait, on croit parler, on est parlé. Dans cette logique-là. Il y a une espèce de structure comme ça, qui aurait entièrement formaté la façon de penser et de s'exprimer, et donc du coup, vous serez passé de sujet. Et donc là, on peut évoquer
en particulier Jean-Paul Sartre, par rapport à Lacan. Je cite, Jean-Paul Sartre dit « Pour moi, la pensée ne se confond pas avec le langage. Il fut un temps où l'on définissait la pensée indépendamment du langage, comme quelque chose d'insaisissable, d'ineffable, qui préexistait à l'expression. Aujourd'hui, dit Sartre, on tombe dans l'erreur inverse. On voudrait nous faire croire que la pensée c'est seulement du langage, comme si le langage lui-même n'était pas parlé. Effectivement, le langage il existe parce qu'il y a un usage du langage. Et donc, s'il y a un usage du langage, c'est quelqu'un qui s'en sert, donc quelqu'un qui parle. Donc ça indique la place d'un sujet actif à ce moment-là, donc ça, en tout cas c'est la question. Et donc Sartre distingue deux niveaux. Il distingue d'une part le langage comme entre guillemets système autonome, c'est-à-dire la fameuse structure, on pourrait dire tout ce qui s'est déjà dit avant qu'on arrive à la parole, ce qu'on trouve en arrivant. Mais cette chose, qu'on pourrait dire comme ça, on la voit comme si on faisait un grand tas avec toutes les choses qui sont déjà dites avant que moi je me mette à parler. Voilà. On va dire voilà, ça c'est ce sont les choses sans l'homme en action, c'est toujours un résultat, mais ça n'existe en vérité que comme une matière, pas une matière première naturelle, mais une matière qui est ouvrée, qui est ouvragée par l'homme, qui porte trace de l'homme. Donc c'est à cette couche-là qu'il appelle à en venir pour ne pas être dupe du fait qu'il y aurait uniquement une structure. Enfin, chez Ricoeur, c'est la notion de sédimentation. Ce sont des choses qui ont sédimenté. Donc oui, c'est à prendre dans ce sens-là, mais d'un point de vue archéologique, d'un point de vue historique, ça veut bien de quelqu'un qui a parlé avant. Et donc c'est là qu'il faut en venir. Cela rejoint la critique plus largement que justement Ricoeur adresse à Lévi-Strauss dans un entretien qui est paru dans la revue Esprit en 1951, qui est une tentative d'entrer en dialogue entre les deux, et c'est une tentative qui est un peu avortée. C'est-à-dire que Lévi-Strauss a un peu refusé le débat. Et en fait, l'idée, c'est en généralisant, c'est l'idée que, au-delà du langage, que la structure anthropologique de société serait elle-même, on va dire, comme un langage. Le fameux exemple chez Lévi-Strauss, c'est la prohibition de l'inceste. Donc il y a comme une structure, donc on va chercher la femme dans le clan d'en face, réciproquement. Et donc c'est ça qui fait alliance, c'est ça qui fait ordre symbolique, c'est ça qui fait que aucune tribu n'est dans purement autochtone, dans l'autosuffisance, et donc c'est ça qui fait lien social, parce que qui fait que l'autre est reconnu, etc., etc. Donc c'est une découverte majeure et super intéressante sur ce que c'est que l'humain, mais en même temps, l'idée, le risque, c'est d'en rester là et de considérer que tout ce que nous disons relèverait de simplement la manifestation d'une structure. Et en fait, il y a différents textes où on voit, hors de ce dialogue-là, où justement le parti pris, on va dire, qui est aussi un parti pris philosophique, qu'on pourrait tout à fait contester, discuter, c'est il ne s'intéresse pas au sujet humain, il s'intéresse aux structures. Et donc tout l'enjeu de ces discussions, de ce dialogue entre Lévi-Strauss et Ricoeur, c'est de dire où est passé, demande Ricoeur à Lévi-Strauss, dans votre démarche intellectuelle, de recherche, où est passé le sujet que nous sommes? Autrement dit, où est passée notre responsabilité, notre marge de manœuvre, notre liberté, notre capacité d'invention, etc. Donc voilà pour le premier temps de ce développement sur le langage et préfiguration de la réalité. Ensuite, il y a la deuxième idée, c'est qu'il y a un lien entre parole et représentation de la société. Donc, je dis bien parole parce que là, c'est pas la langue, c'est la langue en acte. C'est nous qui prenons la parole pour en faire ce que ça veut devenir. Alors, différentes étapes, et à différentes reprises, je fais des allusions à Ricoeur parce qu'il a beaucoup travaillé la question du langage. Donc, il y a une première idée, c'est dans un texte de 67, qui s'appelle « Violence et langage », où Ricoeur avance l'idée, dans un premier temps, que l'utilisation du langage
est un progrès sur la violence physique. Il dit, je cite, la violence qui parle, c'est déjà une violence qui cherche à avoir raison. C'est une violence qui se place dans l'orbite de la raison et qui commence déjà à se nier comme violence. Un acte véritablement violent, c'est je vais vous mettre mon poing dans la gueule. Pof. Ça, c'est violent. Mais par contre, si j'entreprends de vous faire par un argumentaire violent, de montrer prétendument que vous avez tort, à ce moment-là, je suis en retrait par rapport à la violence pure. Donc le langage crée des médiations, et le langage, on peut dire, postule que l'autre n'est pas une chose, mais quelqu'un qui va comprendre, quelqu'un qui est un interlocuteur. Donc je suis en retrait par rapport à vraiment la volonté de détruire mon interlocuteur, qui serait la violence pure. Donc c'est un premier temps. Mais il y a un deuxième cran. Pour autant, il existe évidemment une violence qui parle. Il existe évidemment des discours violents. Et en particulier celle du discours du Steambreaker, qui prétend absolument avoir raison. Parce que du coup, il manque à la particularité de son point de vue. Nous sommes tous, c'est une pensée très récurrente chez Ricoeur, c'est que nous sommes tous des êtres situés. Nous sommes tous quelque part. Nous ne sommes pas entre ciel et terre. Nous sommes, à partir de là, notre point de vue est forcément étroit. Et donc, ça n'empêche pas qu'on peut raisonner, apprendre, réfléchir, etc., mais que notre posture sera irréductiblement marquée par cet ancrage dans la singularité. Bon, et donc, prétendre le contraire, ça c'est violent, y compris, et notamment dans et par le langage. Donc, dit-il, il faut envisager le champ de la parole humaine comme un mixte de discours et de violence. Un mixte. Et on se trouve là, de nouveau, sur la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire que, voilà, il y a une possibilité d'un bon usage, une possibilité d'un mauvais usage. Et à nous de jouer. Indépendamment du contenu, Ricoeur appelle à la fin du texte à ce qu'il appelle une pratique non violente du discours lui-même. Et alors là, c'est plus tellement le contenu, donc, c'est davantage un enjeu de style. Respecter la pluralité et la diversité des langages. Alors, de quoi est-elle faite cette diversité? On peut dire qu'il y a, par exemple, un langage rationnel, celui des experts, des sciences, un truc carré. Le langage scientifique. Après, il peut y avoir le langage, non plus scientifique, mais le langage du raisonnable. Par exemple, on pourrait dire le langage ordinaire, le langage de la conversation, à la bonne franquette. Après, il y a encore un troisième type de langage, c'est le langage des mythes et légendes, l'Odyssée. Si on faisait allusion à la Bible tout à l'heure, il y a aussi un langage prophétique. Et puis, dans toutes les cultures, il y a aussi un langage poétique. Et donc, le langage poétique en particulier est singulièrement, je dirais, révélateur de la face cachée des choses. Tout ce qui est occulté par le sens courant, par le sens conventionnel, par l'habitude, par la routine, par l'indifférence, et bien, le langage poétique a le don de décaper ça et de dévoiler ce qui n'apparaît pas. Le cacher, le verso du recto. Ensuite, deuxième texte, ça s'appelle Langage politique et rhétorique. Dans un texte plus récent, 90, toujours de Ricoeur, où Ricoeur définit la rhétorique comme ce qu'il appelle un usage fragile du langage. Et la notion de fragilité, c'est très important chez Ricoeur, en l'occurrence là, et à plein d'autres reprises, et il y a une vraie cohérence dans tout ça, c'est que ça a à voir avec la fragilité, avec la vulnérabilité, avec la faillibilité, avec le propre de l'être humain. Nous sommes faillibles, nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles, et tout ce que nous inventons aussi. Et ce que nous prétendons faire de solide est potentiellement dangereux pour cette raison même. Donc il dit, le langage, la rhétorique, est à mi-chemin entre le niveau le plus élevé de la démonstration rationnelle, idéalement le discours scientifique, et de l'autre côté, l'argument franchement fallacieux, qui vise à extorquer l'adhésion de l'autre, mais en manipulant, quoi. Donc, c'est éventuellement avec des menaces, alors Ricoeur, de façon marrante, dit, en mélangeant des fausses promesses et de vraies menaces. Voilà.
Et donc ça veut dire qu'on se situe forcément à cet égard dans l'origine de ce qu'il appelle le probable, qui est celui même des choses humaines. Si on était des insectes, il y aurait des certitudes, parce qu'il y aurait des régularités statistiques, on pourrait quantifier, prévoir, ordonner, programmer. Sauf que comme il y a de l'humain, il y a de la liberté, il y a de l'imprévisible, et donc on ne peut pas être dans le certain, on ne peut être que dans le probable. Et donc on va forcément être dans l'intervalle incertain entre ce qu'on peut prouver et ce qu'on peut tenter de faire, et la séduction, entre la démonstration et la séduction. Et donc on va être dans le vraisemblable, le plausible, etc. Mais pour autant, et donc c'est là où il y a un cap qu'on peut ne pas lâcher, qu'on peut tenir, c'est de dire, c'est la conclusion de Ricoeur par rapport à ça, c'est il existe, dit-il, une bonne rhétorique. On peut. Et en sachant que ça ne peut pas être de l'ordre de la rigueur scientifique, parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le registre. Bon. Alors, ça suppose quelques conditions, en particulier pour ce qui concerne le débat politique. En particulier que les débats soient publics. Donc l'idée, c'est que nos débats de société se déroulent sur l'agora, mais donc ça veut dire la liberté de la presse, liberté d'impression, que tout ça puisse circuler dans un espace public qui soit le moins possible contraint. Ensuite, ça suppose un apprentissage pour articuler le consensus et le conflit. En particulier, bon, on dit la démocratie, c'est pas du tout, ça ne veut pas dire l'absence de conflit, ça veut dire plutôt un régime dans lequel les conflits sont ouverts et sont négociables. Il y a des règles pour se mettre d'accord quand on n'est pas d'accord. Et inversement, éliminer les conflits, ce serait une prétention totalement chimérique. Il y en aura de plus en plus. Dans une société de plus en plus complexe, il y aura de plus en plus de conflits. Mais donc, il doit exister des règles pour négocier les conflits, ce qui suppose qu'il y ait un consensus sur les règles. Donc on est dans un système bancal où il y a à la fois du conflit et du consensus. Et c'est un consensus minimal sur les règles qui nous permettra de faire face véritablement aux désaccords, aux conflits, de préférence pour essayer de les régler de façon pacifique. Donc on est dans un système conflictuel, consensuel. Ce qui fait évidemment la vulnérabilité de tout ça. Et puis en termes de contenu, notamment dans le débat politique, il y a aussi cette notion de fragilité ou de vulnérabilité ou de faillibilité qu'on retrouve au niveau des idées. C'est-à-dire que dans nos grands débats politiques ou éthiques, on a tendance à charger ces débats de tout un tas de notions telles que justice, liberté, égalité, fraternité, sécurité, et j'en passe. Et donc, autant c'est important de clarifier le sens de ces mots, autant il importe de se dire qu'il n'existe pas de recette scientifique pour hiérarchiser entre toutes ces références. Donc on a affaire à des préférences qui sont différentes, mais qui sont toutes à égalité, et la responsabilité, l'enjeu, la grandeur du politique, du débat politique, ce serait de hiérarchiser, pas une fois pour toutes, mais devant tel enjeu, c'est quoi la valeur qu'on va mettre en haut de la liste, au détriment des valeurs qu'on va considérer comme secondaires cette fois-là. Et donc ça n'est marqué nulle part. Donc ça ne relève pas d'une science, et donc l'idée c'est, il faut bien arriver à une décision, mais en sachant que ce sera justifié en référence à tel et tel principe éthique, mais ça ne vaudra pas des démonstrations mathématiques une fois pour toutes. Et donc il y a une expression amusante de Ricard là-dessus, dans soit même qu'un autre. Il dit le débat va arriver à une décision, mais pas pour autant à une conclusion. Et donc c'est aussi une forme de sagesse qui consiste à dire, ben voilà, aujourd'hui on a pris cette décision-là, mais ce n'est pas une solution définitive, ce n'est pas une vérité éternelle. On pourrait y revenir probablement, et je trouve que ça fait partie des choses qui sont sages dans les lois qui prévoient pour elles-mêmes d'être évaluées dans un temps X. Dire, bon, on fait ça aujourd'hui, mais après il faut quand même vérifier ce que ça va donner. Et après on se garde la possibilité d'ajuster, d'infléchir, de modifier, de reprendre le débat. Et on pourrait dire peut-être qu'un débat dans une démocratie mûre, un indice de maturité, ce serait cette capacité à admettre qu'on prend une décision, mais que le débat n'est pas terminé du tout. On pourra faire mieux peut-être la fois d'après,
ou faire autrement parce que la situation sera différente, et d'en rabattre un peu, c'est comme l'aurait dit Wittgenstein, avec là on sait que c'est un air de famille, mais ce n'est pas un concept pur et dur, c'est un compromis du moment, et que ce n'est pas se déjuger que de l'assumer comme tel. Ça, c'est pas dans la culture française du débat politique. On a l'impression qu'il faut toujours faire des statues monumentales dès qu'on prend à la moindre décision, quoi. Là, ce serait plutôt baisser en prétention et dire bon, on va essayer de faire le moindre mal et on va voir ce que ça donne. Bon. Alors, un petit développement, j'essaie de ne pas être trop long, vous avez sans doute vu passer, c'était l'année dernière, c'est le think tank de Olivier Abel, un regard protestant, qui a produit une déclaration qui s'appelle une déclaration pour une parole fiable dans l'espace public. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et je trouve que c'est un point intéressant qu'on pourrait juste survoler comme ça, sur l'état actuel de l'usage du langage dans le débat public. Bon, alors, il dit que, en introduction, on pourrait dire, il y a un texte de Ricoeur de 84, je crois, dans Autre Temps, qui est un texte où on voit qu'il prépare son éthique de son âme comme un autre qui va apparaître en 90. Et à un moment donné, il dit, et qu'est-ce qui se passerait si tout le monde mentait? Et on voit que si tout le monde ment, ça ne marche plus, quoi. Ça bloque immédiatement. Donc l'outil, l'institution du langage est immédiatement disqualifiée, et du même fait, les relations sociales, le débat, la société retombe, s'effondre. Et donc l'idée, c'est de la même façon que la démocratie est confiée à la charge du citoyen et de personne d'autre, c'est les citoyens qui sont responsables en démocratie de l'avenir de la démocratie. De la même façon, le langage et son avenir sont purement et simplement entre nos mains. Donc si on se met à raconter n'importe quoi, ça veut dire que nous sommes les artisans de la destruction du langage comme outil de réflexion, de pensée, de discussion et de configuration, de conceptualisation, etc. Voilà. Donc ça tient à ça. Donc c'est un enjeu majeur de crédibilité dans le langage lui-même, qui tient donc à son usage, que nous en faisons, et ça renvoie directement à la confiance ou à la méfiance dans le milieu social du moment, quoi. Si tout le monde ment, évidemment, personne ne fait confiance à personne, et que donc tout le monde se méfie de tout le monde. Et donc, bonjour le vivre ensemble. Donc l'idée, c'est ça. Et alors, à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on peut voir? Me semble-t-il surenchère dans le paysage actuel. Donc, le langage creux, le bluff, fake news, etc., etc. Des trucs comme simulacre. Peut-être que c'est une pathologie des professionnels de la com, ou des professionnels du débat, pour qui tout est bon, quoi. À condition tout est permis à condition de ne pas se faire piquer. Hein, ça, c'est efficace. Bon. Et donc, du coup, tant que ça marche, pourquoi changer? Voilà. Parce que l'important, c'est à la fin justifier les moyens. Donc ça, c'est les professionnels, donc c'est le résultat au détriment des convictions. Bon. Donc, excès de professionnalisation. Ensuite, je dirais, peut-être tout ça, c'est toléré en France au nom d'une certaine conception foncièrement cynique du politique. Oh ben voilà, donc il a le pouvoir, donc c'est normal qu'il en abuse, quoi. Alors peut-être c'est en train de changer, mais il me semble qu'on est très habitué, en tout cas, depuis 3 siècles, à la monarchie absolue, quoi. Donc c'est moins surprenant pour nous que pour les, je sais pas quoi, les Scandinaves ou même les Britanniques, en fait. Donc, bon. Et ce qui conduit ensuite du coup, à une espèce on assimile activement le pouvoir à la domination. Et il faut qu'une approche de philosophie politique comme celle de Michel Foucault, c'est très vite d'assimiler le pouvoir à quelque chose qui va être de l'ordre de la domination, alors qu'on pourrait dire, mais le pouvoir, on peut aussi s'en servir bien, peut-être. Pas facile, mais au moins essayer. Et que ce ne soit pas inhérent au pouvoir d'être dominateur. Ensuite, il me semble que du coup, ça donne une vision des choses en termes de mots, MAUX, contre lesquels il faut lutter, plutôt qu'en termes de biens à viser, ou à organiser, ou à favoriser. Bon. Et que, du coup, il me semble qu'on a souvent des approches qui sont extrêmement sectorielles, c'est-à-dire qu'on voit un problème, et on va le traiter chirurgicalement, boum, au laser. Et donc, c'est une approche un peu polémique, un peu comme de l'ordre d'un combat,
qui en fait conduit à segmenter, au lieu d'avoir un regard sur le vivre ensemble en général, on va avoir un regard analytique sur tout un tas de problèmes qu'il faut traiter indépendamment les uns des autres. Je trouve que du coup, la perspective d'ensemble disparaît. Et en même temps, ça donne la main à une certaine expertise, quoi. Enfin, pour ne pas dire une certaine technocratie. C'est-à-dire que du coup, le débat sur le vivre ensemble, qui ne relève pas du débat scientifique, n'a pas lieu, et à la place, on discute de mesures d'expertise par rapport à tel problème et tel problème ciblés par les mêmes experts. Voilà. Bon, après, donc, pour finir, mais je ne veux pas déflorer le sujet puisqu'il est prévu pour plus tard, il y a aussi tout ce qui relève des réseaux sociaux, le numérique, la profusion d'informations qui circulent comme ça. Et il me semble on pourrait dire simplement d'un mot que il y a un rapport inverse entre, ou on peut dire autrement, si vous êtes sur une île déserte et que vous recevez une lettre par mois, par bateau, qui vous arrive de on ne sait pas où, vous avez donc une lettre par mois, eh ben, je vous garantis qu'au bout du mois, vous la connaîtrez par cœur, la lettre. Parce qu'elle avait écrit, vous l'aurez lu 36 fois. Alors, si vous recevez 150 mails par jour, ce ne sera pas le cas du tout. Et bien, vous aurez tendance à en écraser la plupart avant même de les ouvrir et de les lire. Donc, on voit qu'il y a un rapport inverse entre la prolifération de l'information et l'attention que nous portons à l'information. Donc là, déjà ça, en plus de quantité de problèmes liés au numérique et aux réseaux sociaux, mais bon, voilà ce que je voulais indiquer au passage. Autrement dit, l'idée que la prolifération des messages a tendance à anesthésier, à nous rendre insensibles en tant que récepteurs. Donc du coup, peut-être qu'on va, comme on est un peu accro, un peu addict à ce moment-là, on va augmenter la dose. Donc il va falloir, ça induit une espèce de crescendo comme ça, pour lutter contre l'indifférence, on va en rajouter en tant qu'émetteur, pour surprendre malgré tout le récepteur et faire en sorte que notre message soit reçu et non pas oublié. Après, il y a différents, par rapport à cette thématique très, très large du bon usage du langage, je trouve qu'il y a des phénomènes d'influence. À ce moment-là, c'est pas tellement la faute du langage, mais c'est par rapport à notre conscience à nous. Je trouve qu'actuellement, on voit un des mots qui est ultra courant, c'est le mot gérer. Alors, on gère son temps, on gère ses émotions, alors que dans le dictionnaire, il y a plein de mots qui ne sont pas gérés, pour dire beaucoup mieux que ça. Faire avec, confronter, arbitrer, etc. etc. Bon. Et donc, il me semble que gérer, c'est le symptôme d'un monde qui est de plus en plus gestionnaire, c'est-à-dire sous influence de la raison et du raisonnement économique. Alors que, jusqu'à preuve du contraire, l'économie ne relève pas la vie ne relève pas dans son entier du champ économique. Alors il y a donc l'influence de l'économie, et puis il y a aussi l'influence de l'informatique et du numérique. Par exemple, quand on dit, c'est surtout les jeunes qui disent, j'étais en mode panique, alors en mode. Bon, donc c'est comme un ordinateur ou un téléphone qu'on met en mode silencieux, etc. Et donc du coup, l'humain a tendance à devenir l'ombre portée de la machine. Donc c'est comme si l'humain fonctionnait comme un robot, alors que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas encore le cas. Bon. Voilà. Après, il y a des petits phénomènes, je trouve, qui sont liés beaucoup, je pense, à la sphère médiatique, qui est donc obsédée par le truc de faire simple. Pour avoir de quoi faire fonctionner un support médiatique, il faut avoir du public. Pour avoir du public, pour faire financer la pub, etc. Et donc, pour avoir du public, il faut faire simple, il faut faire fédérateur, et donc, on va limer toutes les aspérités. Et donc, en particulier, je trouve on voit une hypertrophie de l'indicatif et une raréfaction du subjonctif. Et même la concordance des temps, c'est devenu trop compliqué. Ça n'existe plus. Parce que, à mon avis, parce qu'il y a deux usages du conditionnel. C'est avec la concordance. Il avait promis qu'il arriverait à l'heure. Bon, ça c'est concordance des temps. Et l'autre usage, c'est il semblerait que. Alors du coup, il semblerait que, pour les journalistes, ça ne va pas du tout, parce que c'est une nouvelle qui n'est pas sûre.
Donc du coup, on rabat, donc, on supprime la concordance des temps parce que ça fait un conditionnel qui nous embarrasse le message, quoi. Nous encombre le message. Voilà, et puis alors du coup, etc., pour aller vite, l'idée c'est, me semble-t-il, marginalisation d'un certain langage littéraire et d'un certain langage poétique, en particulier dans la sphère médiatique. Et j'espère ne pas être un vieux crouton en disant que il me semble que c'était moins le cas avant. Peut-être parce que avant, c'est-à-dire quand on regarde, indépendamment du contenu, parce que quand on regarde les vieilles actualités en noir et blanc des années 50, avec la voix très officielle du commentateur, ça fait, bon, d'un côté, ça fait tout à fait parole politique, enfin, là où la voix de son maître. Bon, donc on dirait que c'est, d'ailleurs, pour de vrai, le ministre de l'Information, à l'époque de Gaulle, c'était Pierre Fitt qui donnait son quitus ou pas au journal du soir de la télé, quoi. Bon, donc on va être sur le contrôle total, sous la haute main du pouvoir politique. Bon. Et donc, indépendamment de ce contenu-là, il y a une espèce de débit qui est plus lent, et d'une rhétorique qui est... Il parle à toute vitesse. Avec, vous savez, ouais, il parlait vite, mais il me semble avec des hauts et des bas un peu théâtralement, comme ça. Et que, donc du coup, on peut en dire moins dans un temps donné, parce qu'il y a des effets de théâtralité, quoi, un petit peu. Bon, et après, me semble-t-il, un discours plus élaboré. Et je pensais à ça hier, par exemple, il y avait le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, il disait à ses journalistes faites emmerdants. Donc c'était surtout pas vendeur, quoi. Faites compliqué, faites austère. Et bon, c'est vrai qu'après, en surface rédactionnelle, on voit que c'était un numéro du Monde actuel, ça fait un quart d'un numéro de l'époque. C'est beaucoup moins développé aujourd'hui, parce que ce serait trop long. Puisque aussi ce serait trop cher. Bon. Donc voilà. Alors, quelques éléments, après quelques éléments rapides sur ce qu'on pourrait proposer, quoi, une piste de... il me semble, donc, comment reconfigurer la société, notre société, par un moins mauvais usage, par un meilleur usage du langage. Alors, il me semble que l'idée, ce serait de commencer petit. Ne pas se donner d'ambition trop élevée. On ne va pas réformer le langage comme ça. Mais de renouer avec une expérience ordinaire du langage qui nous convienne. Et il me semble que c'est tout le champ de la conversation ordinaire. Et donc là, on maîtrise quand même quelque chose parce que ça se fait à 2, à 3, à 4, un petit comité. Et là, on maîtrise les choses, mais à condition de s'y prendre bien, quoi. Et il me semble que là, on voit que la qualité de la conversation est d'une subtilité incomparable à tout ce que pourra faire un robot, quoi. La conversation, c'est un mélange de... Il y a aussi du silence, il y a des rythmes différents, il y a des mouvements où chacun rééquilibre. Si quelqu'un a tendance à parler à toute vitesse, l'autre il va ralentir. C'est vraiment un jeu comme une espèce de chorégraphie où on peut vraiment improviser des choses extrêmement subtiles, avec tous les non-dits, avec des phrases qu'on ne termine pas, avec, si quelqu'un dit quelque chose qu'on trouve absurde, mais pour la conversation et qu'elle continue, on ne va pas enfoncer l'interlocuteur. Enfin, et tout un tas, c'est vraiment une pratique de civilité avec le langage, quoi. Et ça suppose, mais foncièrement ça suppose, le truc le plus rare du moment, c'est le temps. Donc ça suppose de prendre du temps. Voilà, et à partir de là, il me semble que on pourrait imaginer prendre un peu de recul sur
ce serait quoi une éthique de la parole en première personne. Et ça nous fait renouer avec le tout début, c'est-à-dire que on pourrait dire que la parole c'est quelque chose que ouais, on peut dire deux choses différentes, on peut dire ou bien c'est quelque chose qu'on a donné, ou bien c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Alors les structuralistes qui vont dire que le sujet ne les intéresse pas, ils vont dire que c'est quelque chose qui nous est imposé et c'est comme ça, une espèce de programme. Nous serions programmés, mais on peut dire aussi le contraire, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir de ce système qui est arbitraire, qui est conventionnel, qui est appris, on se rend compte que plus on se l'approprie, plus on devient capable d'exprimer avec cette chose a priori anonyme des choses extrêmement personnelles. Et qu'un poète, un écrivain, etc., on va reconnaître en une phrase le style de cette personne. Donc, on voit qu'à partir de quelque chose qui serait comme anonyme, comme une grammaire ou comme un dictionnaire, en fait, ça devient quelque chose d'extrêmement personnel, et donc ça n'est pas réductible. Du coup, on peut dire quand même qu'on nous a donné la parole, et qu'on pourrait se dire, cette parole fragile, nous en sommes dépositaires, et que dans le foyer de cette éthique de la parole, il y aurait quelque chose comme un sentiment de gratitude. Je veux dire, heureusement qu'on a eu ça, parce que c'est comme ça qu'on est humain, à condition que ça continue. Et donc d'être en fait le point de passage entre cette langue qui a été produite, inventée, pratiquée avant nous, et que dont nous sommes le point de passage auquel se perpétue au-delà, référence en bon état. Donc il y a cette notion d'agir avec gratitude en étant attentif, en prenant soin de cet objet fragile qu'est le langage. Ensuite, une étape supplémentaire, ce serait de dire, en fait, la langue, elle s'invente, la langue vivante, tant qu'elle est vivante, elle s'invente tous les jours. Et non seulement donc ça nous implique nous, mais ça nous implique nous dans le rapport à autrui. Et presque une expérience de laboratoire, ce serait, je prends l'idée chez Ricoeur, dans un livre qui s'appelle La métaphore vive, qui est un livre de 75, qui est un livre de philosophie du langage. Qu'est-ce que c'est que la métaphore vive? C'est le contraire de la métaphore morte. La métaphore morte, c'est la métaphore qui a tellement été usitée qu'on ne se rend plus compte que c'est une métaphore. Si je dis surfer sur Internet, on pourrait mettre ça dans le dictionnaire, quoi. Alors qu'il a bien fallu que quelqu'un, un jour, fasse le rapport entre deux trucs tout à fait étrangers. D'un côté, Internet, et de l'autre côté, le surf. Et donc, a priori, il n'y a pas de rapport. Et donc, il y a un phénomène créatif qui consiste à dire, mais si, je vais associer les deux choses, donc ça donne une métaphore, et cette métaphore va nous donner un nouveau sens qui va enrichir le langage. Et donc, le succès de la métaphore vive, ça fait que, à ce moment-là, ça fait son chemin, tout le monde se l'approprie, et un certain temps plus tard, c'est devenu un mot tout à fait ordinaire, qui n'est plus repéré comme métaphore. Et donc, notamment là-dessus, il y a un grand débat entre amis, entre Ricoeur et Derrida. Ricoeur s'intéressant à la métaphore vive, et Derrida s'intéressant à la métaphore morte. La métaphore morte peut pouvoir être aussi ce qui représente l'idéologie, la pensée durcie, la pensée ossifiée, les conventions, les trucs vieillots qui se ressassent, mais qui n'est plus vivant. La pensée par habitude, ou par idéologie. Et donc ça, c'est la métaphore quand elle arrive en bout de course, alors qu'au début, c'est le contraire, c'est la dimension non pas idéologique, mais c'est la dimension utopique, c'est-à-dire quelqu'un qui invente quelque chose de neuf dans le langage vivant. Bon. Alors, la question pratique que ça pose, c'est quelles sont les conditions pour être réceptif à cette personne qui me propose, potentiellement à tout instant, une métaphore vive? Est-ce que je passerai à côté ou est-ce que je serai attentif? Est-ce que je suis... Et donc là, c'est tout un rapport entre nous et, on va dire, la norme en général. La norme du langage, la norme du comportement, la norme des statuts, et quel est notre rapport à l'autorité, on pourrait dire ça. Quel est notre rapport, pour rester concret, à l'autorité de la langue? Est-ce qu'on va dire, ah mais moi, la grammaire que j'ai apprise à l'école, c'est comme ça, et c'est pas autrement? Ou est-ce qu'on va dire, mais non, intéressante innovation, c'est génial, je n'ai pas pensé à ça. Bon. Et donc,
Voilà. Et donc je finirai en disant que c'est à mon avis une perspective pour non seulement rendre le langage vivant, mais le rendre plus subtil, plus inventif, plus respectueux, et ça c'est à notre main. Et que, sans dernière idée, en arrière-fond de tout ça, il me semble que le langage est largement conditionné, notre usage du langage est conditionné largement par notre capacité à être réceptif, à être attentif, à être sensible, et que la question du langage, ce ne serait pas seulement d'émettre, de dire, d'exprimer, de donner dans le débat, mais aussi une capacité à être à l'écoute, à être silencieux, à être réceptif. Et il me semble que c'est un vaste chantier, ça pourrait presque donner lieu à un cycle comme ça, sur la question de, aujourd'hui, hyper moderne, etc., c'est quoi notre qualité d'attention aux personnes, aux choses, aux discours, aux situations, aux enjeux. Voilà. Je vous remercie.